Ce soir, on a le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Philippe Lamarque, qui est déjà venu ici parler de l'art héraldique. Il reviendra dans quelques temps pour présenter son prochain livre sur le livre d'or de l'Algérie, de l'époque romaine à la présence française. Ce soir, le thème retenu et qui sera développé au cours de l'année, c'est les problèmes du terrorisme. Et il est bon de se replonger dans l'histoire. Et on peut constater que la France a une longue expérience de la lutte antiterroriste. Le conférencier va aborder une page qui a duré quelques années, les fameuses unités territoriales, donc de lutte antiterroriste, en Algérie, dans les territoires, départements français d'outre-mer. Et certainement, il fera un petit coup d'œil sur l'actualité. Il y a toujours des leçons à retenir. D'ailleurs, la plupart des officiers qui commandaient ces troupes avaient été confrontés en Indochine à la guerre subversive. Donc il y a certainement à moderniser, et un de nos amis prépare un manuel sur la subversion, parce qu'elle a pris des nouveaux visages aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, que ces unités territoriales étaient composées essentiellement d'Algériens, d'hommes du cru, sauf l'encadrement. Donc c'est cette page d'histoire que vous allez évoquer. À vous la parole. Merci mon frère, mesdames, messieurs, bonsoir. Le frère m'a demandé de rester assis, je vous demande pardon, j'ai coutume de m'adresser au public debout par correction, par politesse, donc je vous prie de bien vouloir admettre que pour des raisons techniques, nous fassions de la sorte. Permettez-moi également de vous donner le titre qui vous revient, celui d'Aréopagite. Nous sommes sur la colline de l'Aréopage et nous pouvons nous en délecter. J'étais encore en pèlerinage sur l'aéropage d'Athènes il y a environ 2 mois, et là l'esprit souffle, et je sens également ce soir que l'esprit souffle. C'est un bonheur de nous retrouver tous ensemble. Dernier préambule, il s'agit de cette clé que nous ne pourrons pas utiliser, ou pour des raisons techniques nous avons dû renoncer à projeter des images, ce que j'aurais préféré pour rendre la causerie de ce soir plus vivante, plus agréable, et la transformer en une sorte de reportage CNN avec quelques commentaires, de manière à faire parler les images. Heureusement, les images, elles existent déjà, puisqu'elles sont sorties dans ce bouquin qui sera à la disposition de ceux qui le souhaiteront. Aussi ce soir, me trouverai-je contraint à un exercice qui est un petit peu formel, un petit peu didactique, et je vous demande de bien vouloir me le pardonner, puisque cette animation sera limitativement verbale. Nous n'avons pas le support des images. Par ailleurs, lorsque nous sommes entre Aréopagites, je vous suggère de m'interrompre à tout moment. Ce n'est pas un cours ex cathedra, et nous pouvons parfaitement débattre dès l'instant qu'il y a un sujet qui vous séduit plus qu'un autre, et croyez bien que cela me permettra d'y répondre immédiatement, puisque nous resterons malgré tout dans le sujet. Successivement, nous verrons ce soir, en l'espace de ces quelques instants, tout d'abord la notion de terrorisme. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut bien savoir de quoi on parle. Mon compatriote Albert Camus disait que mal nommer les choses était ajouter au malheur du monde. Et le deuxième point dont nous parlerons, c'est qu'est-ce que c'est que cette Algérie française? Ça a besoin d'être défini. 2 minutes, pas plus. Mais il faut savoir de quoi on parle d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal. Juste quelques éclairages. Ensuite, notre gros morceau, si j'ose dire, qui va durer, mettons, un quart d'heure, 20 minutes. Nous ferons une promenade dans les rangs de ces unités territoriales, de façon, là encore, à savoir
de quoi nous parlons, parce que certes elles appartiennent au passé, désormais les derniers qui y ont servi sont en train de rejoindre un monde meilleur, donc c'est une page d'histoire. Il n'en demeure pas moins vrai que les leçons qui ont été acquises à ce moment-là méritent d'être citées ce soir, et c'est ce à quoi nous allons nous attacher. Et enfin, très brève conclusion, et elles iront d'elles-mêmes, ces conclusions, comme disait Verdi, Italia Faradase. Nous verrons comment le terrorisme d'aujourd'hui peut trouver éventuellement une antidote, et en quoi ces unités territoriales, avec leurs succès, mais également avec leurs échecs, peuvent être digérées, pour une bonne et simple raison, et là je vais déjà en grande partie à la conclusion, on pourrait pratiquement s'arrêter là. Lorsque j'ai pondu ce bouquin que je vous montrais à l'instant, je l'avais conçu bien sûr pour les grands anciens qui à cette époque-là, en 2004, avaient encore quelques années d'espérance de vie, donc il fallait leur faire plaisir. Ensuite, déjà il fallait montrer à quel point ils avaient honorablement servi alors qu'ils ont été fortement critiqués. Et ensuite, préparer pour la jeunesse et préparer pour les professionnels de la sécurité une sorte de manuel facilement utilisable de manière à trouver ce que l'on appelle dans la nomenclature de l'armée française un TTA, c'est-à-dire un manuel toutes armes, où ils auraient de la sorte la doctrine d'emploi qu'ensuite ils peuvent adapter aux circonstances en fonction de leurs moyens et en fonction de leur armement et du cadre juridique dans lequel ils agissent. Naturellement, je ne me faisais aucune illusion, je vous rassure, ça n'a pas été pris en compte par les gens que je visais. C'est un peu injuste ce que je dis, puisque l'UNOR, l'Union nationale des officiers de réserve, a fait un vaste tapage autour de cette affaire et a décerné son prix, le prix Raymond Poincaré, à ce bouquin, ce qui n'a pas fait plaisir à certaines autres personnes de la même corporation. Mais ce sont des détails tout à fait annexes, nous ne les développerons pas. Commençons tout de suite par le terrorisme. Qu'est-ce que le terrorisme? Alors, on en a plein les oreilles, on en entend parler tous les jours, mais il faut bien lui donner une définition. Et pourtant, mais tout le monde croit savoir, ou tout le monde sait, ou tout le monde est intimement convaincu de savoir ce que c'est que le terrorisme, sous prétexte que, comme la parabole des évangiles, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Pas du tout. Le terrorisme est une doctrine politique soigneusement conçue par des jurisconsultes qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et ils ont pour cela un maître dont on doit retenir le nom, mais qui bien sûr n'est pas le seul en la matière. Je parle de Barère de Vieuzac. C'était un conventionnel. Plus personne ne connaît Barère de Vieuzac, je vous rassure. On entend son nom ce soir dans certaines oreilles pour la première fois, et je suis heureux d'attirer votre attention sur lui, parce que devant la Convention, au moment où il y avait des difficultés aux frontières et d'autres difficultés à l'intérieur, Barère a déclaré en public à la Convention « La terreur est à l'ordre du jour ». Et ça, je suis sûr que vous l'avez tous entendu, cette expression « La terreur est à l'ordre du jour ». Mais il fallait le resituer. Cela signifie que la République est un gouvernement terroriste par définition, parce qu'elle considère que c'est un outil de gouvernement au service du contrat social et de l'homme rédimé de Rousseau. Cela veut donc dire que le terrorisme est honorable, respectable, parce qu'il nous amène vers ces droits de l'homme et vers le contrat social, et cela signifie que tous ceux qui ne respectent pas le contrat social ou qui récusent les droits de l'homme sont par définition des bandits, et que la seule façon de réduire ces bandits, c'est d'imposer la terreur, c'est-à-dire de leur appliquer le terrorisme en tant qu'outil de gouvernement et moyen de rétorsion et de rétablissement de l'ordre. Autrement dit, le terrorisme doit rétablir l'ordre qui est la doctrine des terroristes en question. Ceci avait besoin d'être resitué d'un point de vue juridique. Ce qui signifie que le terrorisme est né ici même. Eh bien, il est né juste à côté, là, dans un des clubs jacobins. Nous sommes dans le berceau de ce terrorisme révolutionnaire. Par la suite, le terrorisme a vécu sa belle vie et a beaucoup voyagé et s'est employé à éclairer les consciences selon l'ordre républicain révolutionnaire et les droits de l'homme.
Et puis, à un moment où il a été question de guerre coloniale, le même terrorisme a été employé, on ne peut plus légitimement, dans l'esprit de ceux qui l'ont employé, cette fois-ci pour le retour à l'envoyeur, c'est-à-dire que les corps expéditionnaires français qui se sont heurtés au terrorisme n'ont finalement eu en face d'eux que des gens qui leur ont renvoyé une dialectique qui avait été créée par la République elle-même. Alors on pourrait également épiloguer, mais nous ne le ferons pas, sur d'autres notions de terrorisme, parce que le terrorisme tel que nous le connaissons actuellement a une autre version qui cette fois-ci est de souche anglophone, donc c'est une ère de civilisation anglo-saxonne qui est différente du droit français, du droit intermédiaire qui allait déboucher sur le code civil, tel qu'il a été conçu par Barère de Vieuzac. Ce que j'appelle le droit intermédiaire, qui par définition précède le code civil, qui lui le met véritablement en place, c'est un droit qui a 3 volets. Il est positif, normatif et codifié. Il faut bien retenir positif, normatif et codifié. Cela veut dire que le droit positif, normatif et codifié va supprimer le droit divin et le droit naturel. Donc le droit divin, on dégage celui dont on n'a plus besoin, on lui coupe la tête le 21 janvier 1793. Quant au droit naturel, il n'a plus aucune importance puisque désormais ce sont les utopistes qui ont le pouvoir. Donc les gens en question vont mettre en place une idéologie, et l'idéologie lui aussi, ce mot a également une origine, son auteur c'est Destu de Tracy. Donc une fois qu'on connaît en gros Destu de Tracy et Barère de Vieuzac, on peut gagner un temps fou, puisque désormais l'habillage juridique du terrorisme existe dans ce droit positif, normatif et codifié. J'avais commencé à vous parler il y a un instant du terrorisme à la mode anglo-saxonne. Alors celui-ci aussi est passionnant, il mérite d'être étudié de très près, parce qu'il a des racines beaucoup plus anciennes, et il correspond à la mentalité pragmatique des insulaires de l'autre côté du British Channel, puisqu'ils l'ont annexé, ils lui ont donné leur nom, et les gens en question qui ont les pieds sur le pont du bateau, les pieds sur terre ça ne les intéresse pas trop, sauf à défendre le Home Sweet Home, ces gens-là tiennent leur doctrine du terrorisme de John Dee, ça s'écrit D-E-E. Et je vous encourage très chaleureusement à aller surfer dans la toile quand bon vous semblera au nom de John Dee, et vous verrez plein de notions intéressantes que je ne développe pas ce soir, mais dont le lien avec le terrorisme est on ne peut plus concret, parce que il est l'inventeur de la fameuse locution British Empire, mais qui ne peut pas se traduire par empire britannique parce que ce serait un contresens. Et il y a parmi nous des anglophones qui sont très familiers de ces notions et qui l'ont entendu 1000 fois, n'est-ce pas, madame, vous avez vécu dans ces contrées, donc British Empire, c'est quelque chose qui vous parle, et vous n'êtes pas la seule ici. Ce serait une erreur de le considérer comme un empire, mieux vaut l'appeler une thalassocratie. Et nous avons effectivement, depuis plusieurs siècles, ces notions géopolitiques de guerre entre la thalassocratie et l'imperium. Et on habille l'imperium avec les couleurs que l'on veut, ça n'est pas une difficulté. Mais l'imperium, c'est celui dont le patron est un tout petit peu fâché avec la projection de Mercator. Enfin, ça, ce sera encore une autre considération que nous ne développons pas ce soir. Restons-en à ce terrorisme anglo-saxon, c'est très astucieux, parce que, comme la reine Élisabeth Ier n'a pas les moyens de monter une marine de guerre, et qu'il faut bien combattre les Espagnols, et qu'ils sont bien contents d'avoir la tempête en 1588, et non des bâtiments pour pouvoir détruire la Grande Armada. L'invincible, merci, j'ai entendu quelqu'un me corriger, merci beaucoup. Le terrorisme en question consiste à recruter des pirates, donc des voyous, la lie de la population, des gens abjects, de la canaille, des moins que rien, des gibiers de potence. Et ces gens-là, on leur donne une lettre de course, et le cas échéant, on peut même leur donner un grade maritime, parce qu'ils exercent leur fonction de piraterie, cette fois-ci, au profit de la couronne. Bon, après, on partage les bénéfices, on n'est pas là pour plaisanter. C'est quand même très sérieux, la couronne d'Angleterre. Ce qui signifie que les gens en question se voient retirer leur lettre de course lorsqu'ils le demandent pour pouvoir continuer la piraterie à leur propre profit. Cela veut donc dire que
le bain culturel de ces gens-là s'est appliqué ensuite aux services secrets, et les premiers services secrets ont précisément été créés par John Dee. Et c'est pour cela que je vous recommande de fouiller le personnage. Nous sommes juste après la mort d'Henri VIII, nous sommes au tout début du règne de la reine Élisabeth Ier, laquelle est née en 1533, au moment de l'anglicanisme, donc ça doit être une vingtaine d'années plus tard, à la louche. Merci de la question, monsieur, vous avez parfaitement raison de vouloir situer cela. Revenons à notre affaire de terrorisme. Dès l'instant que sont créés les services secrets, ces services n'ont pas de méthode, ni de moyens, elles ont des objectifs. Ces institutions. Parce que la fin justifie les moyens, et c'est là également qu'est inventée une autre notion qui nous est très familière au quotidien, c'est le réseau. Ce qui signifie que seul le réseau peut agir parce qu'on ne fait pas la guerre tout seul, mais dès l'instant que c'est une guerre secrète et qu'on est quand même obligé de la faire tout seul en tant qu'agent, l'agent est obligé de compter sur le réseau. Alors ça a conduit à toutes sortes de nouveautés, y compris ce néologisme, ce barbarisme de langue française que nous entendons tous les jours, le verbe du premier groupe, réseauter. Donc le réseautage n'est jamais qu'une forme de terrorisme destinée à être appliquée au monde de l'entreprise où entre caïmans on ne se fait pas la guerre, mais si un caïman est face à un crocodile, à ce moment-là il n'y a pas de cadeau parce qu'il n'est pas du même réseau. Voilà pourquoi ce terrorisme est profondément inclus dans cette mentalité britannique, et c'est ce qui explique les raisons pour lesquelles Sir Winston Churchill, en créant le Special Operation Executive, avait donné l'ordre au SOE, je cite Winston Churchill, de mettre l'Europe à feu et à sang. Ça signifie qu'il ne déclenche pas une guerre conventionnelle avec une déclaration de guerre et avec des troupes régulières, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des résultats tangibles, quels que soient les moyens. Dans mon propos, entendons-nous bien, il n'y a aucun jugement de valeur, il n'y a aucune morale, il n'y a rien d'autre que des faits très précis avec un encadrement juridique et avec une mentalité des peuples et leur génie propre qui s'applique à ce monde-là. Or aujourd'hui, nous sommes précisément les héritiers de cette notion matinée entre le terrorisme né sous John Dee et le terrorisme mis en place institutionnellement par Barrère, et que le terrorisme en question désormais est utilisé par toutes sortes de gens dans le monde entier selon des objectifs et des buts qui sont les leurs et dont nous entendons parler tous les jours. Mais encore fallait-il resituer ces questions parce qu'elles ont ces deux racines, et je vous remercie d'avoir bien voulu écouter cette première partie pour définir ce terrorisme. Je serai beaucoup plus bref en ce qui concerne la deuxième définition, qui est celle de l'Algérie française. Là aussi, lorsque naissent les fameuses unités territoriales, l'institution en question va fêter sa 132e année, puisque de 1830 à 1962, il s'écoule 132 ans, et que les unités territoriales sont créées en 1956. Cela veut dire que nous allons faire un flash très rapide sur ce qu'est l'année 1956 dans les départements français d'outre-Méditerranée. Ce sont des départements français qui datent de 1849 par la voie des décrets républicains de 1849. Cela veut donc dire que l'Algérie est département français 10 ans avant Nice et la Savoie. Il faut bien avoir cette perspective sous les yeux. Après tout, pourquoi est-ce que Nice et la Savoie ne demanderaient pas leur indépendance? Il y a une logique à tout cela. Ça ne veut pas dire que je suis pour, que je suis contre. C'est une question qu'on peut légitimement se poser en droit. Parce qu'elle entre dans ce cadre juridique avec un précédent au sens de procès, j'entends bien, de procédure. En Algérie existe deux types juridiques de population, à savoir les Français relevant du Code civil et les Français relevant du statut coranique.
il est extrêmement avantageux pour un statut coranique de se maintenir, raison pour laquelle il y a dans la ville d'Alger elle-même, et je crois qu'elle est rue de Chartres, corrigez-moi si je me trompe, une institution qui est ouverte tous les jours aux heures de bureau, 8h midi, 2h 6h, qui est vide, et qui permet d'accueillir des Français de statut coranique qui renonceraient motu proprio à leur statut pour adopter le code civil. Mais il n'y a aucun intérêt. Intérêt légal, intérêt vis-à-vis des tribunaux qui leur sont propres, parce qu'ils relèvent du cadi, intérêt vis-à-vis des biens à bout, qui permettent par exemple de protéger certaines transactions de façon à interdire à des gens qui seraient plus fortunés qu'eux, parmi des Français de code civil, de pouvoir bénéficier des transactions. Il y a également la forte demande par rapport à la loi relative au recrutement, la fameuse loi Jourdan, puisque le Français de statut coranique n'est pas tenu au service militaire obligatoire. En revanche, il a le droit, s'il le souhaite, de souscrire un engagement dans l'armée française en tant que citoyen français. Et dans ce cas-là, il sert dans des troupes de métier qui sont beaucoup mieux payées, beaucoup mieux équipées, beaucoup mieux logées et beaucoup mieux traitées, beaucoup mieux armées que les bidasses qui font leur service militaire. C'est très avantageux. En conséquence de quoi, l'armée d'Afrique dispose de troupes de métier avec les spahis et les tirailleurs qui sont d'une qualité exceptionnelle. Bref, en 1956, au moment de la levée, les fameuses instructions de vom Krieg que l'on trouve chez Karl von Clausewitz. Et dans Clausewitz, il y a déjà un ersatz de terrorisme, puisqu'on y trouve l'écho de certaines troupes qui ont rompu les armistices successifs contre Napoléon et qui se sont retrouvées fusillées sur ordre du roi de Prusse lui-même. Restons en Algérie. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a une longue généalogie dans la doctrine du terrorisme. Nous sommes en 1956. À ce moment-là, se présente une énorme difficulté pour le commandement, c'est-à-dire comment faire face à un type de guerre qui n'a plus rien à voir avec les conflits tels qu'ils existaient dans la stratégie de grand style, mais qui a disparu avec l'invention du nucléaire. On peut considérer que la stratégie de grand style qui préconise la gesticulation dans la guerre est morte avec la guerre froide, puisque désormais c'est la dissuasion qui devient l'outil dans l'équilibre de la terreur. Par voie de conséquence, les belligérants sont obligés de trouver des théâtres d'opération parallèles dans le troisième cercle ou dans le deuxième cercle, de manière à continuer la guerre entre les anciens alliés fâchés de 1945. Là, ça n'est plus tout à fait le troisième cercle, c'est carrément le premier pour les Français d'Algérie qui considèrent qu'ils sont chez eux et qu'ils sont plus anciennement français que les Niçois. Mais dans l'esprit des gens qui ne nous aiment pas du tout ouvertement à Moscou et qui nous méprisent sournoisement sans le dire à Washington, pour eux c'est un troisième cercle. Et au cas où l'on n'aurait pas compris, voir qui a fait pression sur le gouvernement français et le gouvernement britannique cette même année 1956 lors de l'affaire de Suez, ce sont précisément les soviétiques mais surtout les états-uniens. Il faut savoir qui en a en face de nous. Donc en 1956, l'armée française mène une guerre dont elle n'a pas les moyens. Elle est très mal vue à l'OTAN puisqu'elle est obligée de dégarnir une partie de son potentiel dans l'Allemagne occupée. Et en même temps, elle est très mal vue par la population de métropole massivement, malgré quelques exceptions, puisque l'on considère que cela ne sert à rien, et c'est même fort préjudiciable, d'envoyer les gamins du contingent dans un endroit dont on ne connaît pas les contours et dont on ne comprend pas les enjeux. Là, bien sûr, il y a une faute du commandement. Ça veut dire que les jeunes gens du contingent qui ont été envoyés là-bas n'ont pas été instruits des motifs pour lesquels ils y étaient envoyés. Il est logique que pour beaucoup d'entre eux, ils le refusaient. Quelques-uns d'entre eux l'ont compris, et ce sont ceux-là que l'on retrouve appelés du contingent comme volontaires chez les parachutistes ou chez les commandos de chasse. En même temps que cela, l'armée française, qui, je le rappelle encore une fois, n'a pas les moyens de sa guerre, se rend compte qu'elle est obligée de recruter des supplétifs de manière à effectuer des missions
qu'elle n'a pas les capacités d'accomplir, tout simplement parce que les personnels ne sont pas arabophones, ne connaissent pas le terrain, ne s'y sont pas habitués, ne sont pas nés sur place, ne connaissent pas les coutumes, et qui plus est, les unités régulières ont un encadrement de sous-officiers et d'officiers particulièrement déficitaire. D'où l'intérêt de recruter ce que l'on appelle en gros des harkis, mais que l'on devrait plutôt appeler harkis volontaires d'autodéfense et morazni. On ne va pas rentrer dans les détails statutaires et les motifs des 3 mots que je viens de prononcer, ça n'est pas notre sujet ce soir, mais la particularité des soldats en question, c'est que, retenons bien, ce sont des supplétifs qui servent dans des troupes régulières. J'ai bien dit des supplétifs servant dans des troupes régulières. Je vais revenir sur cette notion dans un instant. Cela veut dire que les troupes régulières reçoivent budgétairement une petite rallonge qui leur permet, lorsque ça a l'échelle d'un bataillon, de recruter l'équivalent d'une grosse section ou d'une petite compagnie. Ça veut dire qu'on est dans des effectifs avoisinant 700-800 bons hommes venus de métropole qui sont autorisés à en recruter entre 30 et 50 sur place. Là où l'unité est effectuée dans son quartier. Ce qu'on appelle un quartier, c'est la portion la surface de territoire qui lui est allouée. Elle ne va pas aller se bagarrer à côté, elle va se bagarrer chez elle et tenir ce secteur. Les unités de quartier ne sont pas de réserve générale. La réserve générale n'a rien à voir avec la réserve, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La réserve générale, c'est du légionnaire, du parachutiste, du commando de chasse. On fourre tout ça dans des camions, dans des avions, on les parachute, on en fait ce qu'on en veut, et on les envoie comme pompiers là où ça flambe. Ça veut dire qu'ils ne sont pas affectés à un secteur particulier. Ils sont haut le pied, sous le commandement de l'état-major, place Bugeaud, au 19e corps, devant la statue du maréchal, celle qui est en ce moment à Exideuil et qui va être déboulonnée par des gens qui l'aiment pas. Les gens en question, sur ordre, sont expédiés en tant que réserve générale dès qu'il y a un avertissement et où il faut opérer un bouclage. Donc, revenons à nos unités de quartier. Elles sont autorisées à recruter des harkis, et les harkis en question font partie du personnel de l'unité régulière, mais ils ont le statut de supplétif, c'est-à-dire qu'ils sont payés à la journée. Et en même temps, ils ne sont pas instruits, aussi curieux que ça puisse paraître. En réalité, si, à la longue instruction, ils apprennent plein de choses, ils sont doués, ils sont motivés, souvent ils ont des comptes à régler parce que leurs familles ont été, dans le meilleur des cas, brutalisées, dans d'autres cas, je ne vous donne pas dans les détails sur ce qu'on fait à la gorge des mâles et à l'appareil génital des femelles. Ça incite à souscrire un engagement pour régler des comptes. Les harkis en question ont souvent vu leur propre père, leur propre sœur dans des circonstances effroyables. Ils sont motivés, hein, ils en veulent. Mais, je le précise bien, ils sont supplétifs. Et on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. Il faut du monde. Il faut bien reconnaître que l'armée française de cette époque-là, c'est quand même 500 000 bons hommes à son pic d'effectifs. 1,5 million de soldats. Vous imaginez comment les FFA ont été déshabillés et que tant les États-Uniens que les Britanniques ont été très mécontents, et la population allemande elle-même a été très inquiète, de l'Allemagne de l'Ouest, inquiète pour sa sécurité, de voir partir les garnisons en question. Il a donc fallu choisir encore un autre produit de substitution marketing, si j'ose dire, c'est où est-ce qu'on peut trouver des gens. Et on va les trouver sur place. Or, qui habite sur place dans ces départements français d'Algérie? Il y a en gros 9 millions d'habitants, dont 8 sont de statut coranique et 1 200 000, hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde, hein, sont des Français au titre du Code civil. Bon, d'accord, alors qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on ne va pas pouvoir recruter des harkis parmi des gens qui sont déjà amenés à fournir au titre de la conscription ou des rappels de fractions de contingents rappelables, des gens qui sont déjà sous les drapeaux, puisque c'est la même loi qui, comme l'a dit François Mitterrand, ministre à cette époque, s'applique du Kiévrin au Congo.
Et je ne vous cache pas ce soir, dussé-je choquer la quasi-totalité des aréopagites présents, je ne cache pas mon admiration pour Mitterrand, qui à l'époque a eu le courage de prendre des décisions que j'estime admirables, et même moi qui suis plus que réticent, voire adversaire de la peine de mort, il n'a pas lésiné quand il s'est agi d'envoyer des terroristes à la guillotine. C'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Mais il l'a fait, et aujourd'hui, sa mémoire vis-à-vis de ces turiféraires est entachée par cela. Il n'en demeure pas moins vrai qu'à l'époque, il a considéré que la chose était nécessaire, et lui s'est rendu compte que, parmi d'autres, il était nécessaire de donner une dimension politique à cette guerre, alors que les généraux la considéraient comme strictement militaire. Et c'est là qu'intervient ce fameux hiatus, voire ce changement dans ce que l'on appelle en droit l'intention du législateur. Mon frère, vous gardez un œil sur la montre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Cela veut dire que les gens qui étaient sur place, à partir du moment où ils correspondent aux critères d'appel ou de rappel, font leurs 28 mois comme les copains, ou font leur complément de service militaire rappelé comme les copains de métropole. Il n'y a pas de problème. Et pourtant, c'est au sein de cette population que va être demandé un effort supplémentaire, un effort colossal, un effort que je n'hésite pas à qualifier de mortel. Mortel pour l'Algérie française et pour son économie. Je m'explique. Lorsque vous avez une population d'1 200 000 personnes et que vous prélevez grosso modo 3% d'entre elles pour les envoyer faire leur service militaire comme n'importe où ailleurs en Europe à cette époque, 2,5%, ok, d'accord, le sacrifice est tolérable. Lorsque vous en rappelez à peu près autant par fraction de contingent, que vous rappelez, mettons 6-8 contingents supplémentaires, vous arrivez à doubler la dose. Si en plus vous rappelez la totalité des officiers et des sous-officiers de réserve, quel que soit leur âge, tant qu'ils sont rappelables, on arrive encore à soutenir l'affaire, même si c'est parmi cette population de gradés, depuis le grade de caporal, caporal-chef, parce qu'il n'y a pas que des sous-officiers, jusqu'au grade de colonel fin de période d'appel, vous mettez en danger l'économie, parce que c'est parmi ces gens-là que l'on trouve les chefs d'entreprise, les professions libérales, les artisans, les patrons de PME, PMI. C'est ce qui fait tourner la nation à cette époque. Si vous les prélevez, fatalement, il y a une perte quelque part, ce que l'on appelle à la Banque Rothschild une perte sur la valeur ajoutée, ce qui a conduit la Banque Rothschild précisément à décider de l'abandon de l'Algérie française, mais ça c'est encore une autre affaire. Et ça tient debout, parce que cette perte sur la valeur ajoutée, ils avaient raison techniquement parlant et financièrement de l'appliquer. C'est une logique qui n'est pas patriotique, c'est une logique qui n'est pas prévue ni par le Code civil ni par la Constitution, elle est d'une logique financière implacable. Et là-dedans, vous avez noté que je n'ai pas dit un mot, et je ne le dirai pas parce que ce n'est pas vrai, le fameux danger démographique, parce que ça aussi c'est une couillonnade que l'on entend très régulièrement. Oui, il fallait abandonner l'Algérie, vous vous rendez compte, Colombey, les deux mosquées, vous vous rendez compte, 40 millions de musulmans en France métropolitaine. Faux, complètement faux. Le boom démographique de l'Algérie ne date que de 64 et c'est un ordre de bout-médienne. Pire encore, les chefs d'entreprise de PME, PMI en Afrique du Nord, à partir du plan de Constantine de 1959, étaient extrêmement inquiets parce qu'il y avait eu une baisse de la natalité dans les populations de statut coranique. En fait, il n'y avait plus de statut coranique à cette époque-là, il s'est éteint en 1958, disons chez les Français de confession musulmane. Donc, quand j'entends parler de ce danger démographique, je réponds, renseignez-vous, ça c'est quand je suis poli, ou vous êtes complètement con et inculte parce qu'il n'y a vraiment aucun autre langage à tenir. Donc, je vous en prie. Sur ce plan-là, parce que je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Oui. Au fond, toute l'histoire est une affaire de démographie, comme disaient certains historiens décédés il y a quelques années. Oui, également de lutte pour les calories, mais ça c'est autre chose. Simplement, vous semblez dire que l'explosion démographique ne date pas des années 50. Non. Voilà. Elle est bien avant, puisqu'on est passé d'à peu près 1 million, dit-on, d'Algériens musulmans au moment de la conquête, à 8 millions
Oui. À la veille de la guerre. Oui. De 1 à 8 Oui. en 130 ans, ça veut Oui. dire que l'explosion démographique est très importante. Avec deux ou trois petites... C'est ça. 2 ou 3 baisses à un moment donné. On a même cru à un moment donné que, suite à des épidémies, que la C'est ça. population allait s'effondrer. C'est ça. Voilà. Mais il y a eu quand même un accroissement très important. Et par Exact. exemple, en 1900, il y avait déjà une forte augmentation démographique due, comme chacun le sait, aux conditions d'hygiène qui commençaient C'est à... ce que Lyautey disait, envoyez-moi un médecin, je vous envoie un bataillon. Ça permet de recruter des tirailleurs. Il y a une logique démographique dans cette affaire. Elle se tient, on ne peut pas le contester. C'est vrai qu'il y a eu des creux démographiques dus à des épidémies, mais ce que l'on peut considérer avec certitude, c'est qu'à partir des années 58-59, il y a une baisse de cette démographie, et n'importe quel démographe est capable de vous dire, quand il y a 4 enfants par femme, fatalement à un moment ou un autre, on passe à 3. Quand on est à 3, on passe à 1,8, et quand on est à 1,8, on s'éteint. Et c'est ce que nous vivons actuellement. C'est une loi démographique implacable et c'est probablement une science exacte. Revenons, si vous le voulez bien, à l'énorme problème technique qu'a rencontré le commandement en 1956, sachant qu'il avait raclé tous les fonds de tiroirs. Il s'aperçoit que ces méthodes ne fonctionnent pas. Alors il y en a qui sont particulièrement bornés, allez je vais être obligé de citer des noms parce que là vraiment je n'ai pas le choix, c'est les généraux Cherrière et Loriot, parce que ces gens-là se croient toujours dans la logique de la guerre de Centre-Europe, ce qui signifie que pour eux, tant les territoires français d'Afrique du Nord que les territoires coloniaux ou les régences ou protectorats sont des endroits où l'on envoie des troupes faire un peu d'exercice. S'il y a quelques rébellions sur place, c'est très pratique parce qu'on a du plastron qui tire à balles réelles et que, bon, bah, il y a un peu de casse parmi les gens qu'on envoie à l'instruction, mais ça reste marginal, mais au moins ça les aguerrit. Et enfin, on va pouvoir s'occuper des affaires sérieuses et se châtaigner, un coup contre le teuton, un coup contre le soviétique. Ils sont dans cette mentalité-là. Autrement dit, l'armée, j'ose le dire, est à cette époque-là un parasite qui vit sur le dos de l'Algérie, et non, comme on pourrait le croire, un groupe de sauveurs, de sauteurs épiphanes qui viendraient tout d'un coup nous débarrasser des terroristes. Et c'est en cela qu'il y a un double langage chez les politiciens. Les uns qui, très sincèrement, comme Mitterrand, mais il n'est pas le seul, il y a également le maire de Flers, il y a, on pourrait tous les citer, ces gens-là, qui eux veulent véritablement éradiquer cela, et puis d'autres qui disent... Laissons ces gens-là s'user pour d'autres raisons et nous en tirerons notre bénéfice ultérieurement. Ce sont les fonctionnements logiques de la Ve République, régime parlementaire en crise permanente, où il est bien agréable d'avoir un sujet qui occupe l'actualité dans un coin, et puis ça occupe les généraux, ils sont tranquilles, ils nous foutent la paix pendant ce temps-là. Ils viennent de se prendre une raclée en Indo. Ah bon, c'est nous les politiciens qui les avons conduits à ça? Non, c'est pas vrai. Tout ceci est un jeu de dupes. Là où ce n'est plus un jeu de dupes, c'est quand c'est la population qui le paye. Et c'est là que naissent les UT. Et c'est là qu'il faut comprendre leur fonctionnement, leur mécanisme, dont tout le reste découle. Après Cherrière et Loriot exit, il y a enfin un homme intelligent qui a l'expérience de ce genre de choses, qui sait ce que c'est que la guerre de faible intensité et le combat du faible au fort, et qui a expérimenté cela dans différents endroits. Je ne vais pas refaire toute sa biographie, ce n'est pas l'objet ce soir. Il s'appelle Raoul Salan. Alors Salan n'a pas que des qualités, il y a aussi de nombreux défauts chez le personnage, et peut-être même parfois un très léger manque de caractère. Et pourtant, je le dis avec toute l'admiration qu'il faut porter au personnage, au courage qu'il a eu et aux difficultés qu'il a rencontrées. Ça, nul ne peut le nier et personne ne l'a fait à sa place. Il y a des gens qui l'ont fait avec lui, mais c'est lui qui, moralement, l'a cautionné. Donc, le personnage, nul n'est parfait, il y a des zones d'ombre partout, et la grande erreur qu'il a commise, c'est probablement en 1958, et nous en reparlerons tout à l'heure, lors d'un banal pot, un verre à la main, devant un buffet, en bavardant avec un des anciens factieux du complot d'Alger du 8 novembre 1942 qui avait précédé l'invasion américaine. Et nous verrons en quoi les banques sont très intéressées par cela et que ça a joué sur la territoriale. Revenons à 56, achevons 56.
Le commandement fait l'inventaire. Salon consulte quelques personnes locales, des personnes ressources, comme on dirait aujourd'hui, avec le trait d'union. Et il s'aperçoit qu'il y a, parmi les Français de Code civil, on est en 56, on n'est pas en 58, hein, parmi les ressortissants de Code civil, il y en a quelques-uns qui sont soit très âgés et ne sont plus rappelables, et ne sont pas rappelés, soit ont été exemptés pour diverses raisons, mais c'est pas très bien vu dans cette population des Français d'Algérie extraordinairement patriotique, qualifiée par le docteur Jean-Claude Pérez de politiquement infantile. Il considère que les gens en question sont rappelables, sont utilisables, et on va pouvoir leur confier des missions de faible qualification, mais extrêmement fatigante et qui provoque une attrition dont on va pouvoir soulager tant l'armée régulière, parmi lesquelles il y a les bidas appelés du contingent pas très motivés, que les parachutistes qui ont franchement autre chose à faire pour aller casser du Félouz, et enfin les harkis qui sont beaucoup plus utiles en secteur opérationnel qu'aller monter la garde. Je prends tout de suite les devants par rapport à l'actualité contemporaine telle que nous la vivons aujourd'hui. L'erreur absolue qu'avait dénoncé général Pierre de Villiers des missionnaires, c'est précisément l'usure des personnels dans l'opération Sentinelle. En 1956, le projet du général Salan, c'est Sentinelle à la charge des gens du cru. Autrement dit, leur mission n'est pas de gagner la guerre, elle est de gagner la paix. Elle commence déjà par le contact, par la dissuasion, par la présence, par la conversation avec les gens, parce qu'ils sont connus, c'est les gens du quartier. Et on ne recrute qu'à proximité immédiate des gens qui bien souvent viennent à pied ou à bicyclette. Donc ils sont chez eux et le secteur qu'ils défendent, c'est le leur. Ça, c'est le projet qui désormais se met en place en 1956. À partir de là, il faut l'aménager, ce projet. Et c'est dans cela, pardon mon frère, que tout à l'heure, je suis obligé de faire une toute petite nuance, un bémol sur ce que vous avez dit. Les gens qui servent dans les UT sont exclusivement des Français de Code civil, et je tiens à le souligner. Il commence à y avoir des Français musulmans que longtemps après, c'est-à-dire en 1960, quelques semaines ou quelques mois avant la dissolution des UT, parce que les gens en question sont désormais Français de Code civil, on ne leur a pas laissé le choix, et puis c'est la grande euphorie de mai 58. Dans l'intervalle, ils ont fait leur service militaire comme appelés du contingent. Comme appelés du contingent, ils ont été renvoyés dans leur foyer, et une fois renvoyés dans leur foyer, il y a bon panania, on récupère les bons hommes, direction la territoriale, et on leur laisse pas le choix. C'est pour ça qu'il y a des musulmans en fin de course parmi les UT. Mais encore une fois, c'est marginal. Tout ceci est un mécanisme juridique. Une fois qu'on a pigé ce mécanisme juridique et le règlement qu'il applique, on a à peu près tout pigé sur le système. Maintenant, à quoi ressemblent concrètement les UT? Là, je vais terminer donc mon troisième propos avant la conclusion. Pendant quelques instants, il faut bien voir à quoi ça ressemble. Longtemps après, les 153 témoignages que j'ai recueillis avant de construire cela, beaucoup ont été rappelés dans Un monde meilleur, donc je suis heureux d'avoir pu recueillir leurs témoignages. C'est à peu près unanime. C'est « Ah, mais on n'a rien fait. Ah, mais on a rigolé avec les copains. Ah, on est venu avec le cabasset. » Alors le cabasset, en langage patawet, ça signifie le panier dans lequel on amène le ravitaillement du midi, on partage avec les copains, on se tape un bon coup d'anisette, et puis la vie est belle, et puis quand les heures de service sont terminées, on rentre à la maison, on ramène le treillis un peu crasseux, Bobonne est là pour le laver, tout le monde est content, elle aussi, elle participe aux UT. Et alors? Et qu'est-ce qu'il y a fait? Et alors? Raconte-moi. Il n'y a rien à raconter, qu'est-ce que tu veux? Et alors? Et voilà. Donc, les gens en question ont le sentiment d'avoir été totalement inutiles et d'avoir été des figurants. Quelques-uns acceptent de dire « Oh,
Regarde là, ils m'ont donné le vieux fusil, ils m'ont donné le vieux fusil Lebel, c'est bon pour les tranchées. Effectivement, pour monter la garde dans les tramways, on donne un fusil qui mesure 1,10 m de long. C'est rusé. Avec quoi est-ce qu'on les habille? En vrac, les rebuts de stock mob, de stock de mobilisation. J'ai employé le raccourci d'argot militaire. Et mis en vrac dans des cours de caserne, et alors là, foire d'empoigne, servez-vous. Ah, il n'est pas terrible. Et on repart avec un pactage réduit qui est entretenu à la maison. Et l'armement, il n'y en a pas pour tout le monde. Il y en a pour une personne sur 10. Et c'est logique qu'il y en ait pour une personne sur 10. Parce que la loi veut que le territorial, quel qu'il soit, abandonne son boulot une journée sur 10 et va servir à la territoriale. Ça veut dire que l'armée française de cette époque, mais qui est une solde de base, parce qu'il n'y a pas on ne peut pas imputer de frais de déplacement au budget pour les rallonger, parce qu'il est sur place, il n'y a pas les divers à côté qui font qu'une solde peut être améliorée. Là, elle est vraiment basique de chez basique. À la longue, on s'aperçoit que une journée tous les 10 jours, ça ne va pas. Et le commandement, ou alors à la demande des intéressés, cela se fait aussi, préfère servir 3 jours d'affilée et on leur fiche la paix pendant 1 mois. Ils peuvent retourner au boulot. Et le système de 1 sur 10 a été calculé de la manière la plus psychorigide qui soit par l'intendance et par le matériel, parce qu'ils s'aperçoivent que s'ils font tourner le matériel et l'armement 1 fois sur 10, cela permet de n'avoir que 1/10 de l'armement ou de l'équipement correspondant aux besoins des troupes en question. J'ai pas été clair, je vous le redis d'une autre façon. Admettons que vous ayez une compagnie de territoriaux, 150 bons hommes. Unité égale compagnie. On ne dit pas compagnie, on dit unité. Mais c'est pareil. En réalité, vous multipliez par 10. Elle en fait 1500. Parce que pour pouvoir assurer les 30 jours du mois, les 365 jours de l'année pour aller monter la garde devant le bureau de poste ou devant le château d'eau, pour qu'il y ait en permanence des sentinelles qui montent la garde, il faut les renouveler par tranche de 10, ça veut dire que c'est le même fusil qui fait 10 mains. Et ceci a des inconvénients colossaux pour ceux qui, parmi nous, messieurs, il y en a qui ont connu la conscription avant 1996, vous vous souvenez que l'arme qui vous a été donnée était censée être réglée à votre œil directeur et à vos réflexes et à votre morphologie. Dans la réalité, c'est pas vrai. Extrêmement rares sont les unités dans lesquelles ce genre de choses s'est fait du temps de la conscription. Oui, mais c'est prévu par le règlement. D'accord, admettons. Chez les UT, c'est pas possible. D'une part, parce que c'est la même arme qui fait 10 mains, et ensuite, parce que il n'y a pas d'épreuve de tir, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de remise à niveau, il n'y a pas de remise à jour des fondamentaux et de la sécurité dans le maniement d'armes. Donc là aussi, c'est une faute de commandement. Bon, coup de bol phénoménal, les sous-officiers, les officiers et même les caporaux qui ont servi dans les UT sont pratiquement tous, à de très rares exceptions près, des gens qui ont servi en Tunisie en 1943, en Italie en 43-44, se sont tapés, comme on dit familièrement, le débarquement de Provence du 15 août 1944, ont remonté la vallée du Rhône et ont terminé la guerre au bord du lac de Constance. Donc ce sont des gens qui ont une expérience du feu que peuvent leur envier la totalité des appelés du contingent censés être instruits à cette époque. Heureusement pour eux. Les gens en question savent maintenir la discipline dans leurs troupes, et il se trouve par ailleurs que la nature fait plutôt bien les choses. Les gens qui sont gradés ont eux-mêmes des responsabilités dans le monde de l'entreprise, ce qui signifie que lorsqu'il y a un employé qui se trouve affecté à une UT, bien souvent, comme caporal ou comme sergent, il retrouve son patron. Donc les choses se font assez naturellement. Il n'y a pratiquement pas de problème de discipline, et je ne connais pas d'exemple de gens ayant été punis, ayant fait de la prison des jours d'arrêt parmi les UT, parce qu'ils sont très motivés, ils sont chez eux.
Je ne connais qu'un seul exemple d'indiscipline, et encore, il est plutôt marrant, mais bon, c'est un type qui avait prétexté que sa maman était morte et son sergent l'a retrouvé au cinéma. Bon, allez, il y a prescription. Et, donc parmi les gens en question, ce qu'on leur demande, c'est d'être constamment prêt à riposter. Oui, mais on leur a pas appris à riposter. Et il y a véritablement des accrochages. Il y a des UT isolés qui se retrouvent assassinés et égorgés. Il y a de la casse. Seulement voilà. Je vous parlais tout à l'heure des harkis et je vous ai dit troupes régulières, statut supplétif. Là, c'est l'inverse. Ça veut dire que comme ce sont des gens qui ont effectué leur service militaire, qui sont rappelés, et qui de la sorte sont des soldats réguliers, puisque ce sont des réservistes. Ils sont affectés dans des unités qui, elles, n'ont pas de statut au regard de la loi, et pour lesquelles le Parlement n'a pas voté de budget permettant de les solder et de les constituer en unités formant corps. Une unité formant corps, en gros, c'est un régiment. Cela signifie donc que ce sont des réguliers qui servent dans des unités supplétives. C'est comme d'habitude le bazar administratif, la gabegie républicaine, les incohérences de la loi. Donc vous voyez, ça n'est pas d'hier, ce genre de plaisanterie. Et que faut-il pour compenser cela? Il faut la bonne volonté des bons hommes qui y sont, et plus encore des familles, ça veut dire des femmes et des enfants, parce qu'elles ne voient pas le mari, elles ne voient pas le père, pendant 3 jours, absent. Et elles se demandent ce qu'ils font. Et elles savent, les femmes, elles ne sont pas idiotes. Elles savent que le mari est vêtu d'une vieille capote américaine de surplus, d'un vieux treillis 47 dans un état déplorable, qu'elle lui a fait des petits plats. Donc il faut maintenant quasiment 2 ceinturons mis bout à bout pour faire le tour de l'estomac, que le bonhomme est fragile. D'accord, il en veut, d'accord, il est volontaire, d'accord, il fait son devoir. Mais on lui en demande trop, c'est excessif ce qu'on lui demande. Et là, pardonnez-moi mesdames, parce que ça, les douleurs de l'enfantement vous connaissez, mais les douleurs de la garde vous ne connaissez pas. Les messieurs qui sont ici et qui ont servi sous les armes le savent aussi bien que moi. Vous prenez un gamin de 19 ans, appelé du contingent, avant 96. Vous lui dites, garçon ce soir, là pour la journée, t'es de garde, là t'es sur la liste, le sergent de semaine ou l'adjudant de compagnie t'ont porté sur les gens qui vont l'arme à la bretelle, direction la guérite, et tu vas servir de plante verte devant le portail en fer forgé. C'est palpitant, je vous assure. Que se passe-t-il? Là aussi, il y a du personnel, et c'est 2 heures de faction, 4 heures de repos en chambre. 2 heures de faction, 4 heures de repos en chambre. Alors vous allez dire, 4 heures, on se prélasse, on tire sur sa clope, on roupille un peu, on joue un peu aux cartes avec les copains, c'est la détente, et puis on va reprendre une garde. Que nenni! Tous ceux qui l'ont fait pendant 24 heures savent qu'au bout de 24 heures, comme on dit familièrement en langage de bidas, on est complètement explosé. Et c'est des gamins de 19 ans. Nous l'avons vécu. À cause de la nuit. Oui. Ah, celui qui est de garde de 2 heures à 4 heures ou celui qui est de garde de 4 heures à 6 heures, bon voyage, il est lessivé. Mais même ceux qui échappent à ça et qui ont de moins mauvais tours de garde, non mais ils ont la tête qui bourdonne, ils n'ont plus qu'à aller se coucher. Imaginez la même chose, le même rythme imposé, pas 24 heures, 72 heures à des gens qui peuvent avoir jusqu'à la soixantaine. Vous voyez un peu dans quel état de lessive ils ressortent. Oui, madame. Comment font les navigateurs qui veulent absolument gagner une transat et qui s'entraînent avant pour ne dormir que quelques minutes et encore réveillés par un coup de barre ou autre chose, ou un coup de vent? Alors là, comment font-ils par rapport à ceux qui sont dans une guérite et qui n'ont qu'à attendre et surveiller? Merci, madame. Votre question est tout à fait justifiée. Le navigateur dont vous parlez, c'est un sportif de haut niveau. Il a une alimentation très soignée. Il prépare son affaire de très longue date. C'est un demi-dieu. Et puis, accessoirement, il y a 2 motivations qui sont l'ego personnel à cause de la gloire et puis une grosse affaire de pognon. Ça ne retire rien à l'exploit. C'est admirable. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce que je ne pense pas. Là, je compare avec ce qui est comparable, c'est-à-dire, nous, est-ce que nous sommes capables de tenir 72 heures dans ces conditions-là? Je réponds non. Hein. En ce qui me concerne, j'en serais plus capable. Il n'y a pas de motivation. Exact. Non, et puis, Parce que le navigateur, il a choisi lui-même pour quelque chose qui l'intéresse, il a un but.
Là, on met les gens comme ça. C'est ça. Il y a quand même une motivation parce que ce sont les gens du cru. Oui, mais c'est quand même passif. Oui. Ils n'ont pas d'intérêt. Si on peut-être Pardon, mesdames, messieurs, ceux qui souhaitent intervenir, je vous prie de vous tourner vers le maître des lieux. C'est lui qui donne la parole. Oui. Oui. Ah, le maître des lieux interdit. Donc, revenons et terminons sur nos braves garçons. Braves garçons, vieux messieurs aussi. Il leur faut une motivation à toute épreuve pour arriver à surmonter cela, et c'est pour ça que se créent des liens de camaraderie qui en réalité existaient bien souvent avant même qu'ils y allassent. Donc ils retrouvent les copains, ils se font plus de copains, et c'est pour ça qu'ils ont l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Alors qu'en réalité, leur exploit est extraordinaire et vaut très largement celui des paras, des commandos de chasse, des chasseurs alpins, de toutes les vedettes de la guerre d'Algérie, bon, qui sont admirables. Le problème n'est pas là, ils ont un courage éblouissant. Mais les UT, c'est encore autre chose, parce que ce sont les petits, les obscurs, les sans grade, et l'effort est terrible. Parlons maintenant quantitativement de l'effort. 200 000 hommes. Ça veut dire qu'entre 1956 et 1960, il y a eu 200 000 bons hommes qui ont servi dans les UT. Je vous rappelle le chiffre de la population totale des Français de Code civil, tous âges confondus et les deux sexes, c'est 1 200 000 personnes. De ça, je vous l'ai dit, on va soustraire ceux qui sont appelés du contingent et ceux qui sont rappelés dans les tranches rappelables. Donc vous voyez un peu l'effort qui a été fourni. Ça veut dire que toute l'énergie, tout l'effort d'une population, toute la capacité, tout ce qu'elle peut avoir d'énergie vitale a été consacré à la territoriale entre 56 et 60. Ça veut dire par ailleurs que dans mes recherches en archives, à aucun moment, je n'ai pu trouver de JMO, le journal de marche et d'opération. Le JMO est un document officiel qui est tenu par les unités formant corps et qui indique jour après jour, ou bien phase d'opération après opération, les faits et gestes des uns, les mouvements des autres. On garde une trace d'archives qui est utile aux historiens, par exemple, mais qui est surtout utile au commandement dans l'immédiat, parce qu'on y trouve en archi-résumé ce qui vient d'être fait, et ça a été certifié par le chef de corps et signé. Dans les UT, il n'y a pas de JMO, ce qui signifie par exemple que l'état des pertes, je ne le connais pas. Or l'état des pertes est logique. Et l'état des pertes dans les 24 heures, dans les 48 heures qui suivent les 72 heures de garde, a été comptabilisé comme accident du travail. Donc c'est un autre statut qui rentre en ligne de compte. De plus, les UT en question, n'étant pas unités régulières, n'ont pas accès, par exemple, à la chaîne alimentaire de l'armée. Donc ce sont les familles qui sont obligées de préparer le cabasset, on a appris ce mot-là ce soir, pour les hommes de la famille. Ça veut dire aussi que lorsqu'il y a un accident ou une blessure, les gens en question sont évacués vers les hôpitaux d'infrastructure, et comme ils sont adulés par la population, et que la population est des leurs, et qu'eux-mêmes sont de la population, évidemment ils sont traités en priorité. Évidemment, quand il y a un malade ou un blessé aux urgences et qu'il va arriver un territorial, son premier réflexe c'est de dire « celui-là, c'est un UT, faites-le passer avant moi ». C'est une réaction civique, mais pas du tout une obligation. Là aussi, il y a une faute de commandement. Le résultat en ce qui concerne les UT, c'est qu'avec l'ampleur de cet effort, le terrorisme a non seulement été contenu, mais il a également été éradiqué, et nous savons tous très bien que la capitulation de 1962 à Évian, c'est une victoire militaire sanctionnée par une défaite politique volontaire pour des raisons politiques que je ne conteste pas, je ne suis pas là pour cela. Ce soir, ce n'est pas mon affaire. Chacun en pensera ce qu'il voudra. La seule chose que l'on ne puisse pas contester d'un point de vue tangible, objectif, c'est cette victoire militaire, parce qu'elle est la conjonction des efforts d'une armée régulière avec des territoriaux sans statut juridique particulier au sein de leurs UT. Donc il y a une réponse technique au terrorisme. Je n'ai pas développé, ou peu, je les ai à peine évoquées, les faiblesses de ce dispositif. Parce que les faiblesses sont nombreuses, les défauts le sont aussi. Je n'en citerai qu'un seul, parce que celui-là a trait à l'argent. Comment gérer la solde de ces gens-là? Eh bien, j'ai appris que, selon les UT
les gens s'étaient débrouillés comme ils pouvaient et que finalement c'est le modèle de l'UT du capitaine Ronda au Bastion 15 à Alger qui a servi de modèle, qui a été ensuite appliqué dans l'ensemble du territoire nord-africain. C'est-à-dire que l'un des UT qui était sergent était en même temps de son métier buraliste. Il a été exempté de service dans les UT, mais par contre requis en permanence dans son kiosque à journaux, et l'argent versé par le 19e corps lui a été confié au même titre qu'il avait les timbres-poste, au même titre qu'il avait les bulletins de loto et de tiercé et de tout ce qu'on veut, donc habitué au mouvement d'argent, également d'une parfaite loyauté, d'une parfaite honnêteté, ne serait-ce déjà que pour conserver ses autres attributs de marchand de timbre-poste et de timbres fiscaux et autre chose, et que c'est chez lui que les gens du quartier populaire de Bellecour, donc des ouvriers, des employés, des gens très modestes, hein, sont allés chercher leur solde qui leur était dû et qui savaient qu'elle serait versée rubis sur l'ongle, alors que le même aurait pu très bien aller chez le trésorier, chez l'officier trésorier du 9e Zouave ou du 5e chasseur d'Afrique. Il se serait fait envoyer promener, parce qu'il n'avait pas à être soldé par lui, même s'il était dans la même garnison d'Alger. Bon, là encore, c'est la compensation d'un défaut par une qualité interne où on arrive à faire des bouts de ficelle parce que le français est malin, il s'adapte. Oui, mais il s'adapte en dehors du droit et parfois il s'adapte contre le droit. Et c'est ce qui s'est passé en ce qui concerne la mort des unités territoriales, parce que cette mort a été décidée dès 1958, mais elle est sanctionnée en 1960. Donc, comme c'est un fait d'histoire événementielle, je ne vais pas trop le développer parce que nous sortirions de notre sujet. Je l'évoque quand même très vite parce qu'il a des implications dans la société qui, elles, méritent d'être commentées. Il y a... J'éviterai de prononcer son nom, la famille est toujours vivante. Mais l'affaire est tellement connue que c'est très facile à trouver. Un chef de bataillon des unités territoriales, membre de la haute société algéroise et très impliqué dans le business et avec des relations familiales tant en métropole que dans d'autres pays méditerranéens et en particulier la Banque livournaise. Donc ça vous situe tout de suite, s'il est livournais et banquier, de quelle communauté il peut être solidaire. Cela veut dire que l'homme en question, supérieurement intelligent, mais vraiment un aigle de l'esprit, avait flairé avant novembre 1942 qu'il y aurait une projection amphibie des Alliés en Afrique du Nord pour obliger l'armée d'Afrique à rentrer dans la guerre, et que ce soit sous les ordres de Weygand, de Giraud, de Juin, de Delattre. C'est pas le problème, on s'en fiche, ils sont tous entre-déchirés. Ce n'est pas une difficulté, ça. Ce qui importait à ce monsieur et ce qui importait à ses autres conjurés, c'était de faciliter l'invasion états-unienne en Afrique du Nord. Donc ce monsieur, par la suite, développe son cabinet d'avocats, se porte très bien, les affaires fonctionnent à merveille, mais il est patriote. Donc au moment où les UT sont levés, il se souvient qu'il a été chef de bataillon autrefois dans l'armée d'Afrique, il demande à rempiler. Mais en même temps, il prend ses précautions, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que les autres chefs de bataillon des UT algéroises, je n'ai pas parlé des UT du reste du territoire qui fait 17 fois la France métropolitaine. Là, je ne parle que de Alger centre-ville parce que c'est là que ça s'est décidé. Ce monsieur consulte Salan lors d'un pot dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous en ai dit à peine 2 mots, et ça se passe en 58, on est juste après le 13 mai, et ce monsieur est chargé par des consortiums banquiers internationaux avec lesquels il est en lien de sonder Salan. Et il veut savoir si Salan va aller dans le sens où la haute finance internationale a envie d'aller ou non.
Et là, il se rend compte que Salan est un très bon soldat, un très bon général, un type courageux, gonflé, l'intelligence du terrain, un tacticien hors pair. Il a parfaitement réussi son affaire, il a remporté la bataille d'Alger, il est adulé par la population qu'il prend pour un demi-dieu. Son nom devient une sorte de fétiche, on ne jure que par lui. Donc, ce monsieur en question, en l'occurrence chef de bataillon, veut savoir. Et là, il s'aperçoit qu'en réalité, l'homme qu'il a en face de lui, d'abord est un indécis, ensuite n'a reçu, et c'est pas de sa faute, aucune éducation politique quand il était si rare pendant la Grande Guerre, et que même au contact de la guerre révolutionnaire en Indochine, il en a tiré des enseignements tactiques et pratiques, il n'est pas allé jusqu'au bout du raisonnement de la guerre révolutionnaire. Ce n'est pas un officier révolutionnaire, il ne sait pas ce que ça veut dire. Et qui plus est, à l'époque, en 58, démarre à peine l'école Jeanne d'Arc à Philippeville, c'est à peine le moment où Galloula commence à concevoir son essai de doctrine contre-révolutionnaire, et c'est à peine le moment où Trinquier commence à rédiger ses premières notices en la matière. Donc Salan a des excuses de ne pas savoir cela. En revanche, son interlocuteur, lui, le sait très bien. Alors la photo est à mourir de rire, c'est pour ça que c'est un tout petit peu dommage qu'on n'ait pas pu avoir l'image, parce que vous auriez éclaté de rire, où on voit l'inverse de ce qu'on doit voir. C'est-à-dire, on a face à face ce monsieur et Salan. Salan, nickel, placard de décoration qui descend jusqu'au ceinturon. Le superbe guerrier, il sait qu'il est adulé, il en joue un peu, on va pas lui en vouloir. Mais en même temps, c'est le type simple, il trinque avec les gens qui sont là. Et face à lui, on a le pauvre chef de bataillon désuté, treillis, archi défraîchi, on n'en voudrait pas aux puces, le ceinturon qui pend sur le côté, la coupe de cheveux gominée 15W40, enfin bon, il n'est pas terrible. Alors que c'est l'inverse. C'est un requin phénoménal face à un gamin. Et là, il sait qu'il ne peut pas jouer la carte Salan, et c'est là que la communauté locale dit « l'affaire est entendue, on va jouer avec le nouveau chef d'État de la Ve République ». Autrement dit, c'est une affaire d'UT et une affaire de peau entre copains qui a verrouillé cette question, parce que l'avocat en question a rendu des comptes aux banquiers qui en attendaient. Et là, il a été décidé que les UT allaient disparaître. Le reste, je dirais que c'est anecdotique, c'est ce que tous les Français d'Algérie savent, parce que pour ceux qui sont maintenant assez âgés, ils l'ont vécu dans leur jeunesse, ils savent très bien que lorsqu'il y a eu la semaine des barricades en janvier 1960, les UT étaient verts de rage. Évidemment, beaucoup ont rejoint le carré des barricades et on n'avait pas vu la révolte d'une grande ville depuis la Commune de Paris de 1871. Et les gens en question n'ont pas pu avoir d'armes parce que précisément, le chef de bataillon dont je vous parle et ses autres amis de la gentry algéroise ont dit « pas d'armes ». Ils sont venus le lendemain sur les barricades, en treillis impeccable, repassés, décorations pendantes qu'ils n'avaient pas volées. Ils les avaient pas volées entre 1943 et 1945. Et ils sont venus pérorer, mais l'affaire était cuite. Et les barricades sont tombées, et là le pouvoir a senti que s'il voulait imposer les accords d'Évian de 1962, il fallait le traiter dès 1960, c'est-à-dire régler le compte de ceux qui avaient remporté la victoire contre le terrorisme et qui avaient gagné la paix, en ne laissant les missions de combat qu'à l'armée régulière, de façon à ce que l'armée régulière elle-même, et on a fait tuer des soldats français pour ça, liquida le FLN à l'intérieur des départements français d'Algérie, de manière à donner la victoire au gouvernement provisoire extérieur, le fameux GPRA, qui a pris le pouvoir en 1962. C'est une opération de terrorisme interne d'une redoutable efficacité, un mécanisme très subtil et d'un cynisme machiavélique tout à fait admirable pour l'intelligence de l'affaire. Et encore une fois, je laisse de côté toute notion éthique, philosophique, jugement de valeur ou morale. Ça n'a pas lieu d'être. Là, ce que je suis en train de vous raconter ce soir, c'est que
quand on veut redonner la victoire au terrorisme, il suffit de briser les forces qui le contiennent. C'est aussi bête à la 4e et dernière partie de notre causerie de ce soir, et je contrôle tout de même l'heure parce que je risque d'abuser du temps des aréopagites. Et ce que nous vivons actuellement n'a pas besoin d'être développé, chacun le sait. Je me contenterai d'observer l'absence de volonté tant des techniciens de la chose que du pouvoir de véritablement contenir les difficultés qui se présentent. C'est leur affaire, c'est leur choix. Je dirais qu'à un certain stade, ça ne me regarde pas. J'essaie juste de comprendre. Et ce dont je m'aperçois, c'est qu'actuellement, il y a un refus de nommer la chose. Autrement dit, je vous rappelle la citation de Camus que je vous ai dite tout à l'heure, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Camus n'a pas donné la clé de sa citation parce qu'il ne l'a pas jugé nécessaire. C'était tellement limpide, tellement simple, tellement de bon sens que ce n'était pas même souhaitable. Comme nous sommes entre aréopagites, je peux me montrer moins précautionneux à l'égard de gens qui sont équipés pour réfléchir, Dieu merci. Et nous sommes entre nous, donc nous pouvons le dire très très clairement. Il s'agit tout simplement d'une question de philosophie qui remonte au XIIIe siècle. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec le terrorisme? Je vois certains d'entre nous sourire, et ils ont raison. Cela s'appelle la guerre des universaux et des nominalistes. Autrement dit, la guerre entre Abélard et Saint-Bernard de Clairvaux, ou Guillaume d'Occam. Cela veut dire que pour les nominalistes, ce qui n'existe pas n'est pas nommé, et seul ce qui est nommé existe. Et à partir du moment où c'est nommé, forcément ça existe. Donc ces gens-là, dès le XIIIe siècle, sont à la fois des ancêtres d'Estu de Tracy, l'inventeur de l'idéologie dont je vous parlais tout à l'heure à l'époque des Lumières, ou ce sont également les prédécesseurs de Barrère dont je vous parlais il y a une quarantaine de minutes, et j'ai été beaucoup trop long, donc il faut quand même que j'achève. Cela veut dire qu'à partir du moment où vous ne nommez pas les choses, dans l'esprit des nominalistes, ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister puisque ce n'est pas nommé, qu'il n'y a pas de nom pour le désigner. Donc il y a un déni de réalité. Et à partir du moment où la réalité n'est pas citée, ils continueront à la nier, obstinément. Mais c'est logique, c'est un syllogisme. Et moi, la logique, quelque part, ça me rassure, ça me fait même plaisir. Donc ces gens-là ont parfaitement raison de tenir ce langage-là, puisqu'il est cohérent. Dès l'instant qu'ils considèrent que le terrorisme soit n'existe pas, parce que ce sont des déséquilibrés, soit s'il existe, on ne peut pas lui donner une étiquette précise à caractère confessionnel, parce que cela conduirait à porter atteinte à certaines doctrines actuellement en vigueur, et notamment la fameuse citation d'Ernest Renan, qui est l'auteur du Vivre ensemble. Ce préambule étant posé, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Cependant, comme il y a quand même un petit semblant de réalité, ah bon, il y a un petit semblant de réalité avec le Bataclan, avec Charlie, avec Nice, avec je ne sais pas trop quoi, il y en a tous les jours. Ah, alors dans ce cas-là, on va mettre des piou-piou en plante verte, l'arme à la bretelle, qui vont servir de cible parce qu'ils sont visibles comme le nez au milieu de la figure, et comme on n'a pas les moyens d'en mettre plus, on occupe le personnel et les moyens à 120% de leur capacité. Le résultat, c'est l'usure du personnel et sa démotivation. Ça, tout le monde le sait, et la crise de Pierre de Villiers nous l'a bien montré. Et c'est pas parce que quelqu'un a accepté de prendre sa succession, je parle de Lecointre, que pour autant ça va régler l'affaire miraculeusement. Cependant, l'insécurité, le sentiment d'insécurité qui est beaucoup plus grave que l'insécurité, parce qu'il y a une usure du moral dans la population, persiste. Et c'est la raison pour laquelle, ici et là, se dressent quelques personnes qui, peu ou prou, émettent des propositions en vue de soulager les forces régulières de manière à ce qu'elles reviennent vers leur cœur de métier, qui est la sécurité aux frontières, même s'il n'y a plus de frontières dans l'espace de Schengen, et la sécurité outre-mer dans les OPEX, dans les opérations extérieures, même si j'ai grand peine à y voir l'intérêt du peuple français dans cette affaire. C'est un peu compliqué, j'aurais du mal à vous le citer, donc je préfère éviter. N'empêche que les soldats en question ne peuvent plus être envoyés en OPEX. Une opération comme Sangaré ne pourrait plus être mise en place
place aujourd'hui tout simplement parce que il n'y a plus le personnel et que le matériel s'est usé, que celui qui reste est hors d'état et qu'il n'a pas été renouvelé. Bon, c'est banal. Je ne vais pas m'affoler pour ça, ça n'est pas notre but. Ce qui demeure pour nous, c'est de pouvoir imaginer ce que pourrait être une réponse au terrorisme. Eh bien, pardonnez-moi, je n'en ai aucune. Je préfère aller tout de suite à la conclusion et vous dire pourquoi il n'y en a aucune et pourquoi cette affaire est totalement perdue d'avance. Pour une simple question de droit. Alors après, on peut trouver plein d'autres motifs. Mais l'affaire de l'usure du personnel et l'affaire de l'usure du matériel peut être compensée si, par exemple, le budget voté à la Chambre décide de donner moins de sous à des dépenses jugées inutiles par ailleurs, et donc je vous ferai grâce de la liste, parce que je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur le pognon dispersé dans des conditions lamentables, du pognon on peut en trouver, et de dire, voilà, ben, nous allons recruter, et nous allons passer des commandes aux industriels. C'est une possibilité. Mais elle est folle, elle n'a pas de raison, parce que tant qu'il n'y aura pas une doctrine d'emploi qui soit l'application d'un ordre initial, qui soit lui-même issu d'une intention du législateur et qui soit lui-même issu d'une modification du droit, j'ai bien cité les 4 étages, et je vais revenir sur chacun de ces 4 étages, l'affaire est perdue. Alors je vais le reprendre maintenant dans l'autre sens, ces 4 étages. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous vivons dans le droit positif, normatif et codifié. Celui-ci suppose qu'il ne peut y avoir de force qu'exercée selon la règle du monopole par les États-nations. Je vous le redis d'une autre manière, le monopole de la force appartient aux États-nations. Ce qui signifie que toute force qui serait hors du contrôle de l'État-nation serait fatalement illégale. Cela veut dire que la force en question étant un prolongement du bras de l'exécutif, seul l'exécutif en a le droit. Je vous le redis d'une autre manière. Montesquieu, que j'ai tendance à appeler Montesquieu ni tête, est un type qui a inventé 3 pouvoirs. On les connaît, le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a fait la révolution plusieurs décennies avant la révolution proprement dite, qui n'en était que l'aboutissement. C'est une chose inimaginable qu'a conçu là Montesquieu, parce que, par la même occasion, il a détruit les 2 autres droits dont nous parlions tout à l'heure, que sont le droit divin et le droit naturel. Or, le droit divin et le droit naturel ont 2 bras armés, que l'on appelle en latin la potestas et l'autoritas, que l'on traduit en français par pouvoir temporel et autorité spirituelle. Dès l'instant que vous niez l'autorité spirituelle au nom de la laïcité, et que vous avez un État qui n'a plus de religion d'État, et que seul s'applique le pouvoir temporel, et que ce pouvoir temporel va être soi-disant tempéré par une répartition entre les 3 pouvoirs de Montesquieu, fatalement il y a un manque pour définir une agression qui, elle, procéderait de l'ordre du spirituel. Je vous le redis d'une autre manière. Quand on mène une guerre de religion et qu'on n'est pas soi-même religieux, on a déjà perdu. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ça, c'était un des étages. Il y en a 3 autres. Le 2e étage, c'est l'application dans les textes de droit ou dans la jurisprudence telle qu'elle existe. Et c'est là où on en revient à cette affaire d'exercice du monopole de la contrainte. Le monopole de la contrainte, c'est la gendarmerie, la police, l'armée. Et on peut le dire dans un sens différent, la police, la gendarmerie, l'armée, et Madame d'amour, mon cœur était pris, et vous pouvez faire joujou avec la construction verbale, la construction de la phrase dans le sens que vous voudrez, il y aura toujours un sujet, un verbe, un complément. Et hors de cette affaire-là, rien d'autre. Que s'est-il passé en Algérie en 1956 ? Un bricolage, parce qu'on est allé chercher des gens qui ne procédaient pas de l'exécutif, pour exécuter des missions qui, elles, ne pouvaient pas être accomplies par l'exécutif en employant des méthodes de droit coutumier qui n'avaient pas lieu d'être appliquées sur le territoire républicain. Je vous le redis d'une autre manière. Ce machin-là, c'est génial, mais c'est totalement illégal. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Bien sûr, j'ai éclaté de rire, je n'ai pas pu m'empêcher de me taper sur les cuisses, c'était pas très distingué, mais ça m'a soulagé, quand il y a de cela quelques années, j'ai entendu l'ineffable Mam, alias Alliot Marie, dire « Ah, nous allons créer des unités territoriales ».
mon bouquin était paru quelques années avant, autant vous dire que ça m'a fait beaucoup sourire. Je me suis dit, tiens, cette dame aurait-elle eu entre les mains cet opuscule? Que nenni. Elle nous a inventé des UT qui, elles, reposaient sur les moyens de la police pour les déshabiller complètement. Évidemment, c'était inapplicable. Évidemment, on a tourné la page. Évidemment, le terme même d'UT a été oublié. Il est retombé dans les limbes. Et ça ne m'a pas beaucoup perturbé, je peux vous rassurer. Là-dessus, sort le bouquin. Et il reçoit divers saluts, compliments, machin, critiques, ce qu'on veut, et notamment un prix de l'Union nationale des officiers de réserve. Et alors là, c'était à mourir de rire, parce que la remise du prix littéraire avait lieu dans les salons Beaufranc au Sénat, et je vois deux groupes se créer, mais spontanément. Hein. Ils se sont créés sous mes yeux. Les uns, un sourire jusque-là, les autres, la grimace jusque-là. Autrement dit, d'un côté, des admirateurs inconditionnels du créateur de la Ve République, et de l'autre côté, des gens qui avaient une sympathie ouverte pour les territoriaux. Et à cette époque-là, en 2004, on n'en était pas au terrorisme auquel on en est maintenant. Mais il y avait des gens qui avaient flairé, parmi ces officiers de réserve, membres de cette association 1901, reconnue d'utilité publique. Je n'ai pas fait de commentaires plus que ça. J'ai dit merci, j'ai appris quand j'étais petit, on mouche son nez, on dit bonjour à la dame. Bon, ben voilà, pas la peine de faire plus de commentaires. Et puis ça s'est arrêté là. Et je me suis dit, maintenant que ça se sait dans la corporation parmi les réservistes, ça va se savoir parmi les gens d'actifs, effectivement, il y a quelques gradés d'actifs qui en ont entendu parler. Mais ça restera forcément dans les limbes, parce qu'il est inconcevable, dans l'état actuel du droit, de lever des milices de sécurité privées, telles qu'elles sont par exemple en train de se constituer de façon maladroite, inefficace et, j'allais dire même ridicule. Non, le terme n'est pas gentil, mais enfin bon, je regarde ça de très très loin avec ce qui se passe actuellement dans l'île de Saint-Martin. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est autre chose. Et ça n'ira pas plus loin, et dès que la légalité républicaine sera rétablie, on peut se faire du souci pour les gens qui ont agi pour la propre sécurité parce qu'ils l'ont fait en dehors du cadre du droit. Ça va être compliqué pour eux. Il se peut aussi qu'il y ait des gens qui, spontanément, relation de voisinage, ah oui, Roro, qu'est-ce que t'en penses? Oui, tiens, on va faire de la sécurité, de la prévention et de la... Et du contact. Ainsi, par exemple, un charmant vieux monsieur de mes amis et qui a témoigné là-dedans, lui-même vétéran de la territoriale, résident d'un patelin de banlieue résidentielle parisien, mais dont cette banlieue résidentielle est mitoyenne d'une zone de non-droit, a eu la visite de monsieur le maire et qui lui a dit dis donc, toi t'as servi autrefois caporal dans les UT, j'ai entendu parler de ça, tu m'en as longuement parlé, oui ça m'intéresse, tiens, et si tu voulais bien organiser des groupes de quartier où il y aurait des messieurs, mais même des dames qui se regrouperaient et qui iraient au contact de ces gens qui viennent d'à côté et qui ont un comportement incivique chez nous. Réponse de mon vieux camarade. Ah oui? Qu'est-ce que tu me donnes comme arme et quelles sont les conditions d'ouverture du feu? Ah mais il n'en est pas question, tu comprends. Bon ben alors tu joueras sans moi. Mais que voulez-vous qu'il lui répondit? Bon d'accord, la réponse n'est pas très sympathique. La réponse est un peu brute de décoffrage, mais ce charmant vieux monsieur peut se le permettre. De mon côté, je n'aurais sûrement pas donné cette réponse. J'aurais donné une réponse polie et bien embarrassée, et ne sachant pas comment m'y prendre, et avec le plus grand respect pour un édile de la République. Il n'en demeure pas moins vrai que les choses en sont là. Actuellement, il y a encore une autre tentative où il y a un avocat très à la mode, connu, qui s'appelle Maître de Montbrial. Le père lui-même est connu et siège à l'Académie des sciences politiques. C'est un homme qui signe des papiers dans des grands quotidiens et qui s'est fait connaître pour des affaires célèbres et qui ont fait la notoriété de son cabinet. Cet avocat a émis un projet visant, par exemple, à faire en sorte que le pouvoir contrôle l'affaire de façon à ce que tout ceci reste légal,
et que cela pu être encadré par le droit. On a quand même affaire à un juriste de haut niveau en ce qui concerne Montbrial, il sait de quoi il parle. Le manque de chance dans cette affaire, c'est qu'il est civiliste, il est pénaliste, il est beaucoup moins compétent en matière de droit constitutionnel. Donc il est normal qu'il ait commis cette légère erreur d'analyse que je suis présentement en train de vous décrire. Je m'incline devant sa proposition, mais elle est inapplicable. Lui considère par exemple qu'il peut y avoir parmi les sportifs qui sont légalement inscrits en club de tir la possibilité, selon certaines conditions, de vérification de leur état physique, de leur profession, de l'absence de casier judiciaire. De toute façon, il faut une absence de casier judiciaire quand on est inscrit dans un club de tir, paraît-il. Je n'ai pas vérifié. Et qu'il soit également instruit après quelques journées d'instruction pris en charge par des juristes de la police nationale, de pouvoir conserver un costume de ville, un habit civil, et d'avoir dessous l'arme qu'ils ont en détention, ou les armes qu'ils ont en détention chez eux légales, mais qui sont obligatoirement soit démontées, soit mis avec un verrou, un cadenas de ponté, et avec les munitions à part, lorsqu'ils vont entre leur domicile et leur club de tir et retour. Ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs. Tout ceci est très soigneusement encadré, et comme les tireurs sportifs, m'a-t-on dit, sont des gens qui tiennent beaucoup à leurs autorisations et préfectorales parce qu'elles sont longues et compliquées à obtenir, parce que c'est le maquis administratif, évidemment ce sont des gens qui sont très précautionneux vis-à-vis de la loi. Et c'est pas chez les tireurs sportifs qu'on trouve des terroristes et des panchovillas qui font pampan en faisant des trous dans le plafond. Ce sont des gens, semble-t-il, fort raisonnables. Évidemment, l'hypothèse est séduisante. Et on peut imaginer quel serait le comportement d'un terroriste qui pourrait se dire: tiens, là, je suis dans la rue, je vais me faire un carton, on va bien s'amuser. Ouais, mais qu'est-ce qui me dit que le pépé, là, bien gentil, avec madame qui a le cabot à provision avec les poireaux qui dépassent, qu'est-ce qui me dit qu'il n'a pas un pistolet automatique dans la ceinture, parce qu'il est tireur sportif et qu'il est habilité par toute une série de précautions juridiques prises antérieurement? Réponse: pas possible. Pas possible parce que les gens en question seraient des gens supplétifs, non reconnus par un cadre régulier, parce que l'écran entre les deux serait associatif, c'est-à-dire la Fédération française de tir, qui a le statut d'une 1901. Cela veut donc dire que pour les 4 étages que je vous ai décrits tout à l'heure, aucun ne peut être franchi dans l'état actuel du droit. Alors ça ne veut pas dire que le droit tel que nous le connaissons actuellement va être maintenu. Il est déjà en train d'exploser. Schengen a gommé les frontières, le genre a gommé une partie du code civil, Maastricht a prévu la subsidiarité du droit, la notion canadienne issue des Britanniques, issue de l'entourage de John Dee, par exemple, de gouvernance, via les néologismes canadiens, se sont imposés ici et se mettent en parallèle à l'inadéquation des 3 pouvoirs de Montesquieu. Bref, nous sommes en train d'assister actuellement, même si nous ne le voyons pas, à une véritable révolution du droit. Le droit ancien est mort, c'est un canard avec le cou coupé, il continue avec son élan. Nous sommes supposés vivre dans un état de droit dont nous savons très bien qu'il n'existe plus, et nous sommes en train de vivre en 1956 avec la loi, avec l'état d'urgence. Et ce sera ma conclusion sur cette affaire-là. L'état d'urgence, c'est la mort de ce droit-là. Je m'explique. Qui est l'auteur de cette loi? C'est Edgar Faure. Tout le monde l'a oublié. La loi de 1955, dont les décrets d'application ont été votés en 1956 et qui sont contemporains et dans la logique parfaite de la loi d'Edgar Faure, sont précisément les unités territoriales. Cela veut dire que cet état de droit était supposé être très limité dans le temps de manière à empêcher
ceux qui auraient voulu faire obstacle à l'exercice des libertés publiques. Mais c'était très facile en Afrique du Nord, parce que l'Algérie française avait à sa tête politique un gouverneur général qui réunissait sur sa tête les pouvoirs civils et militaires au titre de la loi de 55. Cela voudrait dire, par exemple, que si le chef de l'État décide demain matin, en ayant maintenu la loi d'exception mise en place par son prédécesseur, et de dire désormais, je réunis sur ma tête les pouvoirs civils et militaires, il y a déjà un précédent juridique, a priori, rien ne l'en empêche. Il vient de nous montrer dernièrement, avec la signature des ordonnances, qu'il venait de remettre à la mode une notion de droit royal, puisque les dernières ordonnances ont été signées par Louis-Philippe. Bon, bien sûr, René Cassin les a remises à la mode avec l'ordonnance de Dakar, et nous savons par ailleurs que le chef de l'État a gouverné par ordonnance en 1962 pendant 4 mois, à la suite des 4 jours du putsch. Donc vous voyez l'équilibre, 4 jours de putsch, 4 mois d'ordonnance. Cela veut dire aussi que lorsque ce chef de l'État dit, après la démission du général Pierre de Villiers, « je suis le chef », en droit, il a raison. On ne peut pas dire le contraire. Ça veut dire qu'en droit, il peut très bien, à un moment ou un autre, si la loi est maintenue, celle de l'application de la loi d'exception, dire « je peux, pour une durée à débattre avec le Parlement selon la procédure telle qu'elle est prévue par la loi. Ça reste quand même encadré. Dire « je suis aussi le chef des armées, je vous le rappelle », et il l'est véritablement en droit, rien ne l'en empêche. Alors est-ce que ceci pourra avoir des répercussions sur la chasse au terrorisme? Je laisse le point d'interrogation. Je vais terminer sur ce point d'interrogation et je remercie les aréopagites d'avoir bien voulu consentir à écouter ce débat juridique qui, je dois le reconnaître, n'était pas toujours très sexy, mais néanmoins avait peut-être son utilité. Merci.